Bonsoir et bienvenue. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication commémore cette année les 30 ans de la HAC. En différé, à l'occasion dans le fauteuil de l'entretien grand format de ce dimanche 6 juillet 2025, Monsieur François Aoudot, le secrétaire général de cette instance de régulation des médias, une institution qui suscite des opinions partagées. Bonsoir Monsieur le secrétaire général. Bonsoir Chélia Oussou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis au plaisir d'être dans vos locaux. Alors on va commencer tout de suite par mieux connaître la HAC pour ceux qui ne la connaissaient pas vraiment. Si vous devrez présenter votre institution en moins d'une minute, en quelques secondes, que direz-vous? La HAC, un peu comme d'autres institutions, a pour rôle de réguler le domaine des médias et de la communication en général dans le pays. À savoir, quand vous prenez l'Assemblée nationale, son rôle, c'est de produire des lois. Vous prenez la justice, c'est de juger. Mais la HAC, son rôle, en fait, c'est d'observer si ce que les médias font est conforme à ce que la loi a prévu et qui devrait être mis à la disposition du public à travers les moyens de communication de masse. Mais je dois ajouter que le rôle de la HAC aussi, ça, il faut pas qu'on l'oublie, c'est de faire en sorte d'éviter que les moyens de communication de masse soient concentrés entre quelques mains. Mais c'est aussi d'assurer la liberté de la presse, de garantir. Mais naturellement, de garantir ce que je viens de dire entre dans le compte, entre en droite ligne avec la garantie qu'on doit assurer par rapport à la liberté de la presse. Parce que si tous les moyens de communication sont concentrés en les mains d'une personne ou bien d'une poignée de personnes, cette liberté de la presse que vous évoquez commence par être effritée. Vous avez plus mis l'accent sur la régulation. Tout à fait. Il y a la protection, il y a le fait de faire respecter la déontologie. C'est dit dans la Constitution, la HAC le fait. La HAC propose en nomination les responsables des médias du service public, propose, et le chef de l'État choisit, dans le lot de ceux qui sont proposés, les différents responsables qui doivent se retrouver à la tête des différents médias du service public, par exemple. Et comme nous sommes pratiquement à la veille d'une multiple échéance électorale, je vais profiter pour vous dire qu'en période électorale, la HAC joue un rôle spécifique, à savoir réglementer la campagne électorale médiatique, afin de permettre aux partis politiques ou aux candidats en liste de faire la campagne électorale dans des conditions plus équitables, sinon plus égales. Et si nous vous recevons aujourd'hui, c'est parce que vous commémorez les 30 ans de cette institution. Vous pouvez nous rappeler un peu comment est née l'idée de création de la HAC? Quels étaient ses objectifs de départ? En 1990, les Béninois sont allés à une conférence nationale et les journalistes à l'époque, ils étaient essentiellement des aînés de la télévision et de la radio nationale, qui ont souhaité que le renouveau démocratique qui venait d'être créé à la conférence nationale soit suivi d'un renouveau médiatique également. Pour faire suite à ce besoin, à ce souhait, le Haut Conseil de la République, qui fut le Parlement de transition après la conférence nationale, a créé le Conseil national de l'audiovisuel et de la communication, CNAC, qui était un organe rattaché au Haut Conseil de la République. Et les membres de cet organe étaient désignés par le gouvernement, par le Premier ministre et le ministre de la Communication, le gouvernement, l'ordre des avocats, l'Union des magistrats, ainsi de suite, qui ont désigné les membres à l'époque. Le Conseil national de l'audiovisuel et de la communication, étant ainsi créé, avait pour rôle essentiellement de gérer le droit de réponse dans les médias, de veiller à ce que le fonctionnement des médias soit un peu plus libre que par le passé, et surtout d'encadrer la campagne électorale. Il était prévu que ce Conseil national de l'audiovisuel et de la communication reste en place jusqu'au moment où on va créer la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La loi organique de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a été en vigueur dès le 21 août 1992. Et il était prévu que 3 mois plus tard, cette entrée en vigueur, que la HAC soit installée. Bon, pour des raisons diverses, la première mandature n'a été installée que le 14 juillet 1994. 30 ans après, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que cette institution a apporté quelque chose aux Béninois? Il suffit d'observer le paysage médiatique en 1990 et de comparer le paysage médiatique à aujourd'hui. Je vous ai dit tantôt, par exemple, que les responsables des médias du service public, leur désignation simplement se faisait par le gouvernement. Et il y avait une direction de l'information et de la propagande, par exemple, qui devait regarder tout ce qui passait à la radio nationale, à la télévision nationale, qui étaient quand même les médias qui avaient une véritable portée dans le pays à l'époque et qui devaient contrôler le contenu de ce qui passait. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? À mon avis, oui.
Sinon, si cela n'a pas changé, vous me dites de façon claire et on pourrait en discuter. Moi, je parle sur pièce. Si vous avez des cas concrets, vous les évoquez, nous pourrons en discuter. Maintenant, c'est là qui a conduit le processus de démonopolisation des ondes. Au début, il n'y avait pas de radio privée dans notre pays. Il faut bien une institution pour mettre en œuvre ce que les lois ont prévu en matière de création et de fonctionnement des médias dans le pays. Je vous disais tantôt que c'est la HAC qui s'occupe de la manière dont la campagne électorale doit être menée dans les médias. La HAC s'en est occupée jusqu'à aujourd'hui. Vous ne me direz pas que si une institution comme la HAC n'existait pas et que les médias, qui ne manquent pas de professionnels, mais qui sont susceptibles de commettre des erreurs aussi. Je suis d'avis, étant journaliste comme vous, qu'on a beau être le plus capé, le plus compétent dans la profession, il peut arriver qu'on commette des erreurs, surtout quand on est sous le feu de l'action, on peut commettre des erreurs. Il faut bien une institution de temps en temps pour dire, ah non, tel que vous le faites, ce n'est pas bien. Ou alors de vous dire, quand il le faut aussi, là c'est bien, on vous encourage. Mais on a l'impression que vous nous dites que ce n'est pas bien, que la HAC c'est le père Fouettard, la HAC c'est l'institution qui réprime, qui ferme les organes, c'est l'image. C'est un mot qui me plaît dans vos propos, c'est une impression. Une impression peut être vraie, elle peut être fausse. Et pour ce cas précis, je vous ai dit que cette impression est fausse. Dans la mesure où, par le passé, la HAC distinguait les meilleurs médias et les meilleurs journalistes. Mais il est arrivé un moment où, malheureusement, cela n'a pas continué. Espérons que cela puisse reprendre pour que l'impression que vous avez, et qui est heureusement fausse, puisse être dissipée. Mais aujourd'hui, combien d'organes sont fermés, monsieur le secrétaire général, ou suspendus? Voulez-vous que je tienne l'arithmétique de ça là? C'est aussi une pièce. C'est une pièce. Bon, vous évoquez les médias qui sont fermés, que vous connaissez, vous me dites. C'est vous qui avez le script. Non, c'est parce que vous avez des exemples que vous évoquez le sujet. Donnez-moi des cas concrets. On peut discuter sur une pièce. C'est vous qui tenez le compte, monsieur le secrétaire général. C'est parce que vous savez qu'il y a des médias qui sont fermés. Donc il n'y en a pas, selon vous. Ce n'est pas ce que je dis. Mais les médias, s'il y a des médias qui sont fermés, là, on ne prend pas des décisions sans apprécier les circonstances au cas par cas. C'est pour cela que je ne voudrais pas parler de généralité. La HAC ne prend jamais de décision ex nihilo sans que cela soit accroché au test et sans qu'il n'y ait pas de raison évidente de prendre ces décisions. Maintenant, comment ces décisions sont perçues, c'est un autre débat. Par exemple, il y a eu une vague de suspension. La HAC a dit que ces médias n'étaient pas enregistrés. Voilà. Voilà, ces médias, quel est le sort qui leur est réservé? C'est ce que j'attendais de vous. Je souhaitais qu'on prenne les cas individuellement. Ouais, ça, c'est le Alors, quand des médias sont fermés, la Constitution confie à la HAC la mission de protéger la liberté d'expression, la liberté de presse, mais dans des conditions précises. Vous prenez la loi. Lorsque vous voulez créer un média dans le pays, vous devez vous adresser à la HAC qui définit les conditions au préalable, les conditions dans lesquelles vous pouvez créer tel ou tel type de média, avec différents statuts. Pour les radios, on lance un appel à candidature, vous postulez, et vos dossiers sont étudiés comme ceux de tous ceux qui ont postulé, et c'est après qu'on vous délivre. Mais quand certains l'ont fait, je suis sûr que Bip Radio a déposé un dossier pour être autorisé. Des télés, d'autres radios dans le pays ont dû déposer des dossiers pour être autorisés. Oui. Pourquoi vous le faites et d'autres ne vont-ils pas le faire? Là, par exemple, un compte TikTok qui a été suspendu aussi. Est-ce qu'un compte TikTok doit demander une autorisation? Qu'appelez-vous compte TikTok? Reprenez un peu les tests, vous allez comprendre. Tout outil que vous utilisez pour véhiculer un message à l'adresse d'une masse de personnes est un média. Donc tous les influenceurs qu'on voit sur TikTok doivent vous demander l'autorisation à la HAC. Je vais vous donner un exemple. C'est parce que la législation doit évoluer dans notre pays et ça fait partie probablement des questions qui vont faire l'objet de débats lors du colloque que la HAC organise dans quelques jours. Il y a des pays déjà où même vous avez beau être influenceur, tout ce que vous voulez. Lorsque vous êtes suivi par un certain nombre de personnes, vous êtes automatiquement considéré comme un média, justement. Donc la question n'est pas de dire, moi je me réfugie derrière telle plateforme, comme je n'ai pas une autorisation de la HAC, je peux me permettre de tout faire. Si on va dans ce sens, je crois qu'il vaut mieux qu'on supprime le terme média et que chacun s'empare de ce qu'il veut pour véhiculer le message qu'il veut en direction du public. C'est là où les gens se trompent souvent. Je vais vous donner un exemple qui existait même avant l'avènement des médias sociaux. Les affiches qui sont apposées en ville. Les gens n'ont pas compris que la HAC a pour mission de contrôler le contenu de la publicité qui passe sur les affiches en ville, par exemple. Mais il s'agit de messages qui sont exposés au regard du grand public. C'est de l'information que vous véhiculez déjà. Voilà le débat. Donc, la législation dans notre pays va devoir repréciser un certain nombre de choses. Lorsque vous véhiculez un message, vous vous emparez d'un outil pour envoyer ce message en direction de centaines de personnes, de milliers de personnes. Là, qu'elle oublie d'être regardant dans ce que vous véhiculez comme message. C'est à partir de combien de personnes touchées? C'est pour cela que je vous ai dit que la législation n'a pas encore fixé cela
ici. Mais pour autant, on ne peut pas être dans un no man's land. La loi permet à la HAC de prendre certaines dispositions dans certains domaines précis. Vous ne verrez aucune loi qui précise tout. Et est-ce que vous avez les moyens de réguler tout ce qui se passe en ligne? Jusqu'à aujourd'hui, aucun pays au monde, je commence par les États-Unis, vous verrez que jusqu'à présent, aucun pays au monde n'a encore réussi à réguler tout. Mais la législation évolue dans tous les pays au rythme de la maîtrise et de la connaissance que les techniciens ont des nouveaux outils qui apparaissent et avec la technologie qui évolue à une vitesse vraiment fulgurante. Mais pour le moment, on ne peut pas faire du pays un no man's land pour que chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a un risque évident là. En dehors des médias en ligne, il y a ce groupe de presse, la Gazette du Golfe. À quand sa réouverture, Monsieur Aoudou? Vous me posez la question comme si l'institution se réduit à une seule personne. Vous êtes de la HAC, je suis sûr que même si le président... Et l'administration est une continuité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le groupe Gazette du Golfe a été sanctionné avant l'avènement de la mandature en cours. Et ce dossier fait l'objet d'un rapport et d'un suivi qui est en cours en ce moment. Mais il se fait que les délibérations de la HAC sont couvertes du sceau de la confidentialité. Même les conseillers ne peuvent pas en parler n'importe comment parce que le dossier est en délibéré devant eux en ce moment. Moi, je ne suis pas un conseiller, donc je ne délibère pas. Je vous dis, même ceux qui délibèrent, ils ne peuvent pas en parler pendant qu'ils sont en train de se pencher sur le dossier. C'est pour cela que vous me permettrez de ne pas en dire plus sur ce dossier en attendant que les conseillers puissent prendre la décision qui convient. Donc, vous étudiez le dossier actuellement, les conseillers... C'est les conseillers, pas moi. Bon, je veux parler de la HAC. Le dossier retient l'attention de la HAC. D'un jour ou l'autre, ça finira par trouver un dénouement, je l'espère vivement. On ne peut pas savoir dans quel sens ça va, cet examen-là, même si... Vous me tournez la question comme si c'est moi qui prends la décision ou bien si c'est une personne. Il va me dire ceci. Toutes les décisions sont prises collégialement à la HAC. C'est le mode de fonctionnement là. À part certains cas où le président peut prendre des mesures conservatoires lorsqu'il y a urgence sur certaines matières, mais même quand il le fait, les autres sont avisés immédiatement. Donc, c'est pour vous dire que moi, je ne peux pas vous en dire plus, mais même si vous prenez un autre conseil, je ne suis pas sûr qu'il puisse vous en dire plus, simplement parce qu'il faut laisser le travail se faire jusqu'au bout. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est moi qui fixe le temps que ça doit durer? Vous êtes dans les coulisses, vous savez ce qui se passe Est-ce que c'est parce que je suis dans les coulisses, je dois vous dire ce qui ne doit pas être dit? On essaie d'avoir et moi, les je réponses. réponds dans la limite de ce que la réglementation a prévu. On va passer à un communiqué très important. La HAC est très prolixe en termes de communiqués. Vous publiez pas mal de communiqués et on va commencer par celui du 19 septembre dernier où la HAC a indiqué aux journalistes que l'information sensible relative au terrorisme requiert, je cite, pour leur traitement, doigté et circonspection. Quelle est la frontière entre un traitement responsable et un traitement qui expose à des sanctions? Ou bien, qu'est-ce qui est interdit aujourd'hui dans le traitement de l'information liée au terrorisme, Monsieur Aoudou? Non, je veux d'abord que nous nous entendions sur quelque chose. Ce que vous venez de citer ne provient pas de la HAC, c'est dans le code de déontologie de la presse béninoise. C'est contenu aussi dans le communiqué, mais c'est rappelé dans ce communiqué. C'est rappelé dans ce communiqué. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce code de déontologie de la presse béninoise, ce n'est pas la HAC qui l'a élaboré. Ce sont les professionnels, les acteurs des médias eux-mêmes qui ont élaboré ce code, qui ont défini son contenu. Mais voilà ce que le code a prévu, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez quand la rappelle ce que nous avons tous convenu de fixer comme norme, comme principe dans notre profession? Pourquoi ne voulez-vous pas que la rappelle ce que nous avons tous décidé? Maintenant, lorsqu'on parle de circonspection, il y a une règle cardinale que peut-être dans toutes les écoles vous allez entendre ou bien que vous avez certainement entendu plusieurs fois. D'abord, le journaliste a pour devoir de vérifier toute information qu'il veut diffuser. Oui, c'est un principe. Maintenant, toutes les informations qui sont vraies, justifiées, dont le journaliste dispose des preuves, est-ce qu'il est autorisé à diffuser toutes les informations? Non. Voilà. Donc, lorsque nous entendons sur ces points-là, vous évoquez une question grave comme les actes d'extrémisme violent ou de terrorisme. L'enjeu par rapport à ce type d'information, d'abord, il faut que nous nous entendions là-dessus. Lorsqu'il y a des situations difficiles comme celle-là, sur laquelle l'État est mobilisé, et que les forces de sécurité publique sont mobilisées, que les forces armées sont mobilisées, je crois qu'il est question, ça c'est un débat citoyen d'abord, il est question de faire en sorte de ne pas semer la panique dans la population. Donc il faut pas en parler. Laissez-moi finir. Il faut faire en sorte d'abord de ne pas semer la panique dans la population. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, il faut éviter de se comporter de façon à ébranler le moral des troupes qui sont sur le terrain. Et ce n'est écrit nulle part qu'on ne doit pas donner l'information. Mais on vous dit, faites tout au moins l'effort d'équilibrer l'information. Vous avez déjà lu plusieurs fois. On dit, selon des sources, ou bien selon les populations sur le terrain, il y a eu 10 morts, il y a eu 20 morts. Ou alors, on étale des images de cadavres dans
Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est même en couleur. Vous voulez qu'on continue à le faire pour que, au moindre incident, qu'on étale des images de cadavres pour que la population s'affole, se disperse vers les pays voisins ou bien tout le monde quitte les régions pour que les gens deviennent exilés ou bien réfugiés dans leur propre pays. C'est ça que j'appelle panique. La deuxième chose, vous voulez amplifier certains, je ne dis pas vous en tant que BIP, amplifier les faits parfois au risque de mettre dans la tête de ceux qui sont au front, nos soldats, que bon, la cause est perdue, d'avant il vaut mieux jeter les armes. En quoi faisant le fait? En donnant des fausses informations ou bien en amplifiant les faits. C'est ça le problème. C'est pourquoi on dit, vous pouvez donner l'information, mais faites un minimum d'efforts de contacter ceux qui peuvent vous donner des informations pour équilibrer les informations que vous avez reçues sur le terrain. Les communiqués que vous évoquez, nous sommes allés jusqu'à la HAC a fait l'effort même de contacter la direction générale de la police républicaine et de contacter l'état-major des armées et leur dit, communiquez-nous les contacts qui seront utiles pour les journalistes chaque fois qu'ils auront besoin d'informations dans tel ou tel domaine. Ils l'ont fait. D'accord, mais quand on se heurte au silence de l'armée, de la grande muette, de la police, cela est peut-être gênant, mais n'oubliez pas que entre le souci de donner l'information à chaud, je suis un journaliste comme vous, et ça c'est légitime. Réflexe. C'est un réflexe, merci pour le mot. Entre le désir de donner l'information à chaud et le devoir pour le policier, les forces de défense et de sécurité, qui a le devoir de prendre un bout de temps pour comprendre mieux la situation avant de vous donner l'information, ou bien de donner l'information à ses chefs hiérarchiques avant de vous donner l'information, il faut qu'on trouve un juste milieu. Oui, peut-être dans la même journée, mais quand ça fait une semaine après l'information, c'est une denrée périssable. Faut attendre une semaine, on est obligé de ne pas l'évoquer carrément parce qu'on n'a pas pu vérifier. Le Code de l'information et de la communication a prévu les conditions d'accès à l'information et a serré les types d'informations auxquelles les journalistes peuvent accéder dans un certain temps, à certaines périodes. Le Code de l'information et de la communication a spécifié ces conditions-là. Mais, Madame Rachida Bousso, avez-vous jamais éprouvé ce code, notamment sur les dispositions qui concernent l'accès à l'information? Jamais. Donc on va envoyer un courrier à la HAC. Je ne réponds pas de ça, mais je vous pose... Et on va attendre 5 jours alors que l'information, elle périt. Je vous renvoie au Code de l'information et de la communication. Est-ce que c'est réaliste? À moi, c'est aux législateurs qu'il faut poser cette question. Les dispositions, oui, parce que c'est des hommes aussi, ces législateurs. Justement, est-ce qu'ils ont vu comment ça se traite une information dans le feu de l'action pour savoir que, voilà, il faut remplir ces conditions-là? Est-ce que c'est réaliste? Vous êtes un journaliste aussi. Justement. Et c'est pour cela que je vous ai dit que c'est légitime, ce réflexe à vouloir donner l'information. Mais derrière ce réflexe, n'oubliez pas aussi que celui qui gère cette information sensible à chaud, que lui aussi, il a des contraintes professionnelles et que par rapport à cela, on peut toujours faire l'effort d'attendre tout au moins un tout petit peu pour qu'il puisse donner l'information ou bien qu'il puisse donner ce qu'il peut donner. Parce que ce n'est pas évident qu'il puisse vous donner tout. On est d'accord là-dessus. Ça aussi. Je comprends la difficulté, mais voilà ce que le législateur a prévu. Qu'est-ce qu'on peut faire? La HAC, son devoir de s'en tenir à ce que les lois et règlements ont prévu. Et quelle est la limite entre assurer, on va dire, cette forme de protection et la liberté d'expression? Le juste milieu, est-ce que vous arrivez à le trouver? La liberté de presse et d'expression, vous savez, c'est une liberté fondamentale. Mais si vous prenez le Code de l'information et de la communication, si vous prenez la loi organique de la HAC, vous allez voir qu'il y a des conditions, des domaines dans lesquels cette liberté est limitée. Mais vous allez vous rendre compte que les matières sur lesquelles la liberté d'expression, la liberté de presse est un peu contenue, il y a la défense de l'intégrité du territoire, il y a la sécurité publique, il y a la protection de l'environnement, il y a la santé publique. Donc, si la loi prévoit que dans certains domaines, pour telle ou telle raison, que si on donne telle information, ça pourrait perturber le dispositif de sécurité ou de défense, je n'y peux rien. C'est parce que ce n'est pas moi qui apprécie. Tout ce que la HAC peut faire, c'est de demander aux journalistes de faire preuve de prudence et tout au moins de faire l'effort de contacter qui de droit pour essayer d'équilibrer l'information ou bien d'avoir la véritable information. Vous comprenez que entre la sécurité publique, entre la défense nationale et le besoin de donner l'information, c'est pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir, même les informations que vous avez creusées pour lesquelles vous détenez des preuves, est-ce que vous êtes tenu de donner toutes ces informations? Il peut y avoir des cas où c'est à vous-même d'apprécier, de dire, ah, ça là, je ne peux pas le faire. Oui, on est conscient de notre rôle social. Si vous êtes d'accord que de votre propre gré, vous pouvez en arriver là, je crois que c'est le même réflexe qu'il faut garder, pouvoir apprécier les situations au cas par cas et ne pas forcément chercher à donner l'information parce que BIP donne, il faut que Frisson s'empresse de donner la première. Il y a cet aspect aussi qu'on ne peut pas oublier. Mais la sécurité et la défense nationale ne s'accommodent pas toujours de ce rythme de diffusion de l'information. Je comprends. Ça peut être gênant pour le journaliste. Oui, et puis la population a besoin aussi de savoir ce qui se passe dans une certaine mesure. Évidemment, la population a besoin de savoir. Pour participer mais c'est aussi au nom de
cette sécurité. Évidemment, mais c'est au nom de cette même sécurité que la loi en a disposé ainsi. Ce que vous considérez comme l'information qui est utile peut avoir l'effet contraire si cela est mal géré. Oui, quand il y a omerta autour ou bien quand il y a un silence autour, c'est de là que viennent certaines dérives qu'on observe sur les réseaux sociaux. Vous dites les réseaux sociaux, moi je parle des journalistes justement. Je m'adresse à la presse, moi. Ouais, sur les réseaux sociaux, c'est pas pour rien que la loi a prévu une loi pour les journalistes et une loi pour le numérique en général. C'est pas pour rien que le législateur a séparé ces deux domaines. Mais aujourd'hui, tout est confondu. Les journalistes sont frappés par cette loi-là et... De quelle manière? Expliquez-moi. Il y a des journalistes qui vont en prison pour ça. Des cas précis. Il y a plusieurs noms. Par exemple, pour quelles raisons Ignace et dans quelles Sossou conditions? Pour harcèlement par voie électronique. Je ne voudrais pas aller au-delà de ce que les tribunaux ont jugé. Lorsque vous prenez le code du numérique, notamment ce fameux article 558, dans lequel il est écrit que lorsqu'un journaliste commet une infraction de presse, même en ligne, on ne lui applique que le code de l'information et de la communication. Mais la même disposition vous renvoie maintenant au code de l'information et de la communication. Cela suppose qu'a priori, on ne peut pas vous mettre en détention préventive, on ne peut même pas vous mettre en garde à vue puisque ces cas-là sont bannis du code de l'information et de la communication. Mais pour que vous puissiez bénéficier de ces conditions-là, il faut que vous fassiez la preuve que vous êtes journaliste. Et l'article 21, alinéa 4 du Code de l'information précise clairement que la qualité de journaliste est attestée et constatée par la détention d'une carte de presse. Donc, vous avez beau être journaliste, si vous commettez l'infraction, on va vous appliquer le Code du numérique si vous ne brandissez pas votre carte de presse pour montrer que vous êtes un journaliste. C'est ça la difficulté. Donc, mais si on connaît son média, on connaît le média du journaliste, on voit sa signature tout le temps. Je vous rappelle in extenso ce que la loi a prévu. La qualité de journaliste est attestée et constatée par la détention d'une carte de presse. On n'a pas dit, il suffit qu'on connaisse votre organe. La loi a prévu que vous puissiez brandir la carte de presse. Cette carte de presse, justement, l'accès aujourd'hui, est-ce que c'est facilité? Quelles sont les modalités pour que ce n'est pas facilité? Pour voir ce qui a été actualisé de votre... Non, la HAC n'a rien ajouté à ce que, aux conditions qui sont prévues pour qu'on puisse obtenir la carte. Au contraire, la HAC aujourd'hui a fait en sorte que, je crois que bientôt ça va être effectif. Vous puissiez demander votre carte de presse en ligne. À tout moment. En ligne. Le dispositif est en cours, je crois, c'est une question de jours, où les gens, on arrivera à une étape où les gens seront obligés, ils vont se contenter, un peu comme on peut donner le casier judiciaire de la maison, parce qu'on n'a pas trouvé normal que quelqu'un qui est à Natitengu, qui est à Kandi, ou bien à Ketou, si les journalistes veulent demander sa carte de presse, ils soient obligés de venir à Cotonou bien transporter de la paperasse. Ce sont des insuffisances que la mandature s'attelle à corriger. Il y a aussi le fait que la HAC prend les dispositions pour voir dans quelle mesure il sera possible de délivrer les cartes de presse sans attendre forcément que ces cartes soient délivrées. Et surtout les conditions dans lesquelles ces cartes ont été délivrées à certains moments où c'est à la veille de la désignation des professionnels des médias que ces cartes sont délivrées dans une confusion vraiment déplorable. C'est que les dispositions sont prises et que les modalités sont en cours d'étude pour que ça puisse être fait. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que cela continue de cette manière. Après ça, celui qui n'aura pas sa carte de presse, et il ne pourra plus dire c'est parce que c'est difficile. Non, il ne pourra plus le dire. Il y a des dates? Pourquoi voulez-vous que je vous donne une date alors qu'on n'a pas lancé l'opération? Alors, dans la suite, il y a aussi l'aide de l'État à la presse qui change de forme. On a entendu le président de la HAC le dire à la fin de la dernière session en fin juin. Et l'une de ses phrases, c'est « Plus aucun centime ne sera utilisé à des fins personnelles ». L'aide de la presse, ce sera sous quelle forme et ce sera surtout à partir de quand? Parce qu'il y a un bon moment que les médias attendent. À partir de quand, je saurais vous le dire. Normalement, si les dispositions sont prises et que nous comprenons, ça peut être l'année prochaine, je vous dirai, puisque le budget général de l'État est voté tous les ans. Moi-même, j'espère qu'à partir de l'année prochaine, ça pourrait commencer. Maintenant, sous quelle forme le président a quand même très bien expliqué ce qu'il en sera désormais, à savoir que par le passé, l'aide de l'État était attribuée sous globalement deux formes. Soit il est arrivé un moment où on mettait une certaine somme d'argent à la disposition des rédactions pour acheter des équipements. Il est arrivé des moments où c'est des équipements qui ont été fournis à certaines rédactions. Une partie était consacrée à la formation. Mais la formation était essentiellement groupée. C'est-à-dire qu'on organisait des séminaires, des ateliers où on réunissait les journalistes. Il est même arrivé depuis quelques années que la HAC confie à des écoles de formation la formation des journalistes par groupe. Mais le président l'a expliqué clairement. Le chef de l'État a estimé que
pour que la formation soit efficace, il faut que ce soit des formations in situ. Qu'on envoie des spécialistes pour aller former les journalistes dans leur milieu de travail. Nulle part, vous ne verrez une autre méthode de travail qui permet aux journalistes de continuer à faire son travail tout en apprenant ce qu'il doit faire et avoir l'occasion qu'on puisse lui relever dans son milieu de travail normal ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. L'autre aspect, l'aide ne servira qu'à réaliser des projets d'intérêt commun. Le président de la HAC le disait, la maison des médias, il a réussi à négocier une partie de l'aide pour que la maison des médias soit rénovée. Si vous allez dans cette maison, vous allez constater que elle est dans un état de délabrement terrible. Allez à Dakar pour voir la maison des médias, c'est un immeuble, je ne sais plus de combien de niveaux, en face de la mer, avec une administration qui fonctionne. Quand vous voyez cela, vous ne pouvez qu'être jaloux. Or, la nôtre est dans un état de délabrement très avancé. Le personnel ne tournait plus, on n'arrivait plus à payer les salaires. Donc, une partie de l'argent qui sera mise à la disposition des médias cette année servira à réfectionner la maison. L'année prochaine, on peut décider de ce qu'il faut faire quand on aura fini avec la maison des médias. Donc pour la première année, c'est réfectionner la maison des médias et ensuite, est-ce que les médias directement vont percevoir des appuis? Cette année, non. D'accord. Le président de la HAC a été clair. Il n'y a pas de liquidité à distribuer. Maintenant, le président de la HAC a ajouté qu'une partie des fonds qui seront mis à la disposition cette année des médias, une partie de ces fonds servira à couvrir le fonctionnement des associations aussi qui en avaient besoin un peu. Et c'est au total combien pour cette année? Je le saurais vous le dire. Puisque la réflexion de la maison des médias que je viens d'évoquer tantôt, l'argent ne passe pas par la HAC. C'est le ministère des Finances qui va s'en charger directement en envoyant des spécialistes pour faire l'évaluation des dépenses à faire. Donc ne pensez pas que l'argent sera mis à la disposition de la HAC, que la HAC distribue. Mais on veut juste savoir combien ils vont dépenser pour réfectionner. En son temps, vous le saurez certainement. Donc cette année, la maison des médias sera réfectionnée. Ça va commencer. Il y a des spécialistes qui sont déjà en train de faire l'évaluation des travaux à effectuer. Et les années prochaines, vous verrez les modalités, c'est ça? Mais par le passé, c'est toujours ce qui se faisait. L'aide de l'État a évolué depuis 1997 que cette aide est octroyée aux médias. Vous allez vous rendre compte que différentes options ont été faites à travers le temps. Mais quelle sera la cagnotte maintenant? Vous avez parlé pour cette année, on n'en parle pas, mais l'année prochaine, il n'y a pas une cagnotte bien précise? Pour cette année, non. Je vous ai dit dans quelles conditions cette aide sera attribuée. Vous pouvez retenir que c'est vraiment spécial. À partir de l'année prochaine, certainement on aura un peu plus de précision. Mais cette année, vous voyez, on est déjà en juillet. Donc c'est un rattrapage qui est en train d'être fait. Et pour continuer, monsieur le secrétaire général, est-ce que la HAC prévoit réguler la presse universitaire? Radio Univers, Le Héros, Le Révélateur. Est-ce qu'il s'agit de médias qui diffusent l'information en direction du public? Par exemple, Radio Univers se capte en dehors de l'université. Naturellement. Donc vous régulez aussi Radio Univers. Mais pourquoi vous pensez que la HAC ne peut pas réguler la Radio Univers? C'est pourquoi je voudrais qu'on parte du fondement. Est-ce qu'il s'agit d'un outil qui permet de véhiculer de l'information en direction de la masse, de la population, oui ou non? Sachez que la presse universitaire, dont je suis un des produits aussi, dont le président de la HAC est un des produits aussi, comme le journal Le Héros, fait partie des médias. Le problème, c'est que pendant longtemps, le législateur n'a pas pris en compte ces médias. Et la HAC, qui devrait quand même réglementer les activités de ce type de médias, ne l'a pas fait à temps. Et tout cela est en cours d'élaboration. Donc c'est vous qui commencez. Évidemment, là, ne s'intéressait pas à ce type de médias. Or, il faut bien le faire. C'est un peu comme un certain nombre de médias dans le pays qui ont un statut de médias de service public, qu'on appelle institutionnel ou communal et autres, mais dont il faut repréciser les contours. Lorsque vous êtes un média et que c'est une institution qui crée ce média, une institution publique qui crée une administration publique qui crée ce média, est-ce qu'il s'agit d'un média de service public? Est-ce qu'il s'agit d'un média privé? S'il s'agit d'un média de service public, normalement, c'est là qui doit proposer ceux qui seront nommés à la tête de ces médias-là, et c'est le chef de l'État qui devrait les nommer. Mais rien de tout cela n'avait été décanté. Aujourd'hui, vous allez là, il y a plein de rapports qui sont élaborés, la plénière des conseillers fait que cela. C'est 52 rapports qui ont été élaborés et adoptés en 4 mois. Vous pouvez deviner à peu près dans quelles conditions le travail a été fait pour 19 décisions qui ont été prises. C'est pour vous dire avec quel rythme la mandature actuelle essaie de rattraper un certain nombre d'insuffisances. Et c'est pour cela peut-être qu'à des moments donnés, ce que vous appelez impression, on peut la comprendre, c'est-à-dire on a l'impression que cette HAC en fait trop, alors que ce sont des tâches, des missions que les lois ont prévues, mais qui n'étaient pas accomplies aussi souvent ou pas du tout, pas à un moment. D'accord. Et comment ça va se faire, cette régulation de la presse universitaire? Mais il faut définir les conditions d'abord. Je vous ai dit, les tests sont en cours d'élaboration. Même pour lancer un appel à candidature pour que vous puissiez être autorisé, la loi ne prévoit que les conditions générales. La HAC, à son tour, élabore des décisions pour fixer les conditions dans lesquelles
ce que la loi a prévu sera mis en œuvre. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est en cours d'élaboration pour que ces médias dont le statut ne retenait l'attention de personne, que ces médias puissent désormais être pris en compte. Un peu comme les médias, les télévisions satellitaires qui font l'objet de débats aujourd'hui. Vous savez par exemple que les télévisions satellitaires, on a beau dire, ce sont des télévisions comme les autres. Mais vous imaginez que pendant que les autres télés classiques déposent un dossier, doivent remplir des critères, doivent créer une entreprise, ainsi de suite, que d'autres ont commencé à émettre dans le pays par satellite sans en informer la HAC. La HAC a dû faire un communiqué pour demander à tous ces médias-là de cesser leurs activités en attendant qu'on fixe les conditions d'installation de ces médias-là. Les cahiers des charges et autres sont en cours d'élaboration et peut-être c'est une question de jours, peut-être de semaines ou tout au plus de mois. L'appel à candidature sera lancé pour que ces médias satellitaires, s'il y a des opérateurs qui veulent opérer dans ce domaine aussi, ils puissent faire des dossiers et qu'on puisse les autoriser. Et dans le classement, pour continuer, dans le classement RSF Reporters sans frontières de cette année, le Bénin a perdu 3 places et se retrouve à la 92e. Et dans le commentaire résumé, c'est écrit « La liberté de ton des journalistes a fortement diminué ces dernières années au Bénin ». Votre réaction? Vous avez dit commentaire? Oui, c'est le développement, c'est dans les notes. Quand vous prenez la partie Bénin, c'est un peu pour expliquer pourquoi cette oui, c'est perte un commentaire, de place. mais un commentaire est un commentaire, oui ou non? Bon, c'est des explications, on va dire. Ah, ce n'est plus un commentaire, c'est une explication. Des explications de pourquoi le Bénin je vous le a concède. perdu 3 places. Je vous le concède. Vous savez dans quelles conditions le rapport de Reporters sans frontières est élaboré? Ce rapport n'est élaboré que sur la base de questions qu'on pose à un certain nombre de journalistes, même d'experts et autres. Et chacun répond selon ce qu'il pense, selon l'explication dont il dispose. Et après, on fait le point. Mais c'est des acteurs du terrain, les journalistes. Mais ce n'est pas que ça seulement. Il y a un autre aspect que vous ne percevez jamais, à savoir que lorsqu'un pays recule dans le classement de Reporters sans frontières, à partir de cette année, commencez pas à faire attention à cela. J'ai été président de l'ODEM, j'ai suivi l'évolution de la liberté d'expression dans le Bénin pendant longtemps. Si ces 200 médias qui ont été suivis cette année, on les classe. L'année prochaine, vous pouvez être à la 20e place et vous retrouvez à la 21e place simplement parce que dans d'autres pays, les gens auraient fait un peu plus d'efforts que vous pour se hisser plus haut. N'oubliez pas ça. Votre pays est le 20e. L'année prochaine, sans que rien change, je ne dis pas que c'est le cas, sans que rien change, vous pouvez reculer parce que d'autres pays ont fait plus d'efforts que vous pour monter aussi dans le classement. C'est normal si on ne fait pas, s'ils n'ont pas noté d'efforts, c'est normal que ceux qui ont fait plus d'efforts évoluent. Oui, mais ce que vous appelez effort, ça dépend de la réglementation de chaque pays. Maintenant, essayons d'expliquer ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Si, en une année, des médias refusent de se plier à la réglementation, c'est-à-dire de se faire enregistrer pour avoir une existence légale, et qu'à cause de cela, on les ferme, et que Reporters sans frontières estime que c'est un espace de liberté qui se réduit, qu'est-ce qu'on y peut? Est-ce que vous avez besoin de fermer d'abord avant qu'il ne se conforme? Ah, d'accord. Donc, on le laisse. Je crois que si c'est le cas, on va devoir laisser tous les autres continuer à côté de BIP Radio et vous verrez ce que vous allez ressentir. Le rôle de la HAC aussi, c'est de veiller à éviter la concurrence déloyale aussi. Un média qui n'a pas été créé dans les mêmes conditions que vous, alors que pour créer une radio, la loi a prévu par exemple que vous puissiez créer un capital, que vous puissiez mobiliser un certain nombre de fonds, que vous puissiez acheter un certain nombre d'équipements, que vous puissiez disposer d'un certain personnel. Et vous commencez et quelqu'un d'autre ne fait rien de tout cela, la personne commence pas à émettre. Si une radio commence pas à émettre aujourd'hui, un peu faire des installations comme BIP, commence pas à émettre, sans remplir les mêmes conditions que vous allez applaudir, j'espère. Et commence pas à faire la publicité au même titre que vous allez applaudir, j'espère. Se mettre quelque part où elle n'est pas autorisée et cela commence pas à créer des interférences avec BIP Radio. Est-ce que vous serez d'accord? J'espère. C'est autant de conditions qui font que quand la loi prévoit une disposition, il faut que cette disposition soit respectée, c'est tout. Ce que la HAC fait ne dépasse pas ce que je vous explique là. Maintenant, que cela soit perçu autrement ailleurs, on est désolé. Donc vous n'avez pas l'impression de museler la presse? En quoi faisant? C'est pour cela que je vous dis, montrez-moi de façon très claire. Si vous me dites maintenant le média qui a été fermé, on ne doit pas le fermer, je peux vous comprendre. Est-ce que le média qui a été fermé pas en violation des tests? Là, on ne peut pas fonctionner simplement sur la base du candidaton. Mais pourquoi vous les fermez maintenant? On les ferme maintenant puisqu'il faut que ça commence à un moment. Non seulement certains médias n'ont pas une existence légale, mais violent obstinément la législation en vigueur dans le pays. Certains, c'est le cas. Comme? Ils violent quel point de la législation? Ah ben, lorsque vous violez la déontologie, lorsqu'on dit, avant de donner l'information, qu'on ne doit plus faire la publicité, par exemple. Les aspects que vous ne percevez pas. Le communiqué que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à la publicité sur les médicaments. Depuis que ce communiqué a été publié, jusqu'à présent, on n'a fermé aucun média, mais je peux vous dire, j'ai déjà signé une 20aine de lettres d'avertissement qui ont été adressées à différents organes de presse, aussi bien en radio qu'en télévision,
et même pour la presse en ligne aussi. Ça, vous ne percevez pas cet aspect où on dit attention, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Voilà ce que le communiqué a prévu. Nous vous invitons à bien vouloir respecter. Mais certains continuent de diffuser ces messages, la publicité sur les médicaments et autres. Donc, le jour où quelqu'un là va décider de mettre de l'ordre, de taper du poing sur la table, quelle impression auriez-vous? C'est ça le débat, le fond du débat. Je suis d'accord avec vous, mais faites l'effort aussi de comprendre un peu. Est-ce que la HAC désormais doit fermer les yeux à cause du candidaton et ne pas jouer son rôle? Nous risquons de tomber dans un état de non-droit. Est-ce que la HAC contrôle aussi, on va dire, le contenu des médias étrangers? On a aussi les bouquets où on est exposé à pas mal de contenu. Les bouquets sont gérés par des opérateurs qui ont été autorisés par le Bénin. Des opérateurs qui ont des conventions avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, si un média étranger qui se retrouve dans ces bouquets arrive à violer la législation dans le pays et que on n'arrive pas à ramener ce média à la raison, on va devoir s'adresser à celui qui gère ce bouquet pour que, s'il faut l'en extirper, que cela se fasse. Maintenant, si le média aussi émet directement et que ce n'est même pas par le bouquet, il y a possibilité de saisir l'Union internationale des télécommunications qui, quand même, attribue les fréquences. Donc, il y a plusieurs manières de réguler les médias étrangers qui émettent dans le pays aussi. Même ceux qui émettent par satellite aussi. Et il est prévu un dispositif à l'international pour s'en occuper. Alors, on est vers la fin de cette émission. On va finir la première partie sur les grands chantiers de la HAC pour les années qui viennent. Les grands chantiers, il y en a beaucoup. J'ai commencé par vous en citer quelques-uns que je vais faire le devoir de rappeler rapidement. La canne de presse, je vous ai dit que l'objectif de la mandature conduite par le président Edouard Loko, c'est de faire en sorte que la délivrance des cartes de presse puisse se faire de façon plus juste et qu'on puisse le faire dans des conditions dépassionnées, qu'on n'attende plus la veille de la désignation des professionnels des médias pour faire la délivrance de ces cartes et que on voit la faisabilité pour que, si possible, on puisse délivrer les cartes un peu comme on délivre les cartes d'identité ou bien d'autres cartes. Les médias que vous avez évoqués tout à l'heure vous-même, les médias de la presse universitaire, il y a d'autres médias, institutionnels ou pas, dont le statut n'est pas défini. Il faut pouvoir faire en sorte de définir le statut de ces médias-là pour que on soit sûr qu'ils répondent à ce que les textes sont prévus dans le pays. La HAC a décidé désormais de faire en sorte que le 3 mai, vous savez, c'était un cadre qui permettait véritablement à la HAC et aux médias de pouvoir échanger dans un contexte vraiment détendu. Ça, vous ne le percevez pas. Mais quand vous posez la question aux anciens, ils vont vous dire que tous les 3 mai, quelles que soient les difficultés qu'il y avait dans les médias, le 3 mai était toujours un moment où on marque une pause, où les journalistes peuvent discuter avec les conseillers de la HAC ou même avec le président, et c'est convivial. On a décidé de ramener cela parce que ça apaise quelque peu les tensions. Les télévisions satellitaires, la manière dont ces télévisions seront autorisées et fonctionner, ce n'était pas réglé. C'est un chantier qui est en cours et qui est presque achevé. Je dois peut-être évoquer le colloque que nous organisons à partir du 10 prochain. Ce colloque, son objectif, c'est de revisiter un peu le parcours de la HAC durant les 30 ans qui viennent de passer et de voir comment est-ce que la HAC s'y prend par rapport aux nouveaux enjeux que vous-même vous avez évoqués tout à l'heure. Il y a désormais les nouveaux médias. Il y a désormais l'intelligence artificielle. Dans un contexte comme celui-là, quelle est la forme que la régulation doit prendre désormais? Avec quels outils? Avec quelles compétences la HAC doit le faire? Ce sont autant de chantiers et ce colloque nous permettra quand même de produire un peu de réflexion, quitte à ce qu'on puisse les développer un peu plus tard. Donc voilà quelques-uns des chantiers. Maintenant, ce ne serait pas superflu de vous rappeler que nous sommes à la veille pratiquement des séances électorales. Par tradition, la HAC régule d'abord la période qui précède l'ouverture de la campagne médiatique officielle avant de réguler enfin la campagne médiatique elle-même. À l'heure où je m'adresse à vos auditeurs, il y a une décision presque bouclée qui sera bientôt publiée et qui définira les conditions dans lesquelles les médias vont travailler dans cet intervalle qui nous sépare de l'ouverture de la campagne électorale. Mais ce qui se fait généralement quand vous observez, c'est globalement pour rappeler aux médias, aux acteurs des médias, ce qui est prévu dans la déontologie et ce qui est prévu dans la loi, notamment en période électorale. Ça va être fait. Et sans compter que il y a un certain nombre de défis à relever, à savoir que quand cette mandature s'est installée, vous imaginez qu'il y a pas mal de médias, notamment audiovisuels, dont les conventions sont arrivées à leur terme depuis, mais n'ont pas été renouvelées. Et cela ne gênait personne. Ça, c'est un chantier important. Il est nécessaire que ces médias renouvellent leurs conventions. Mais pour renouveler ces conventions, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ça, c'est en cours. Est-ce que vous savez que depuis février 2024,
toutes les télévisions classiques qui sont là devraient renouveler leurs conventions parce que leurs conventions sont devenues caduques immédiatement à cause du passage au tout numérique. C'est autant de chantiers que la HAC conduit avec douceur, mais c'est lorsque la HAC finit par taper du poing sur la table, ce n'est que cet aspect que tout le monde perçoit. Donc, il y a un travail important qui se fait sans bruit. Bon, c'est quelques comptes rendus que vous suivez quand on vous convie pour l'ouverture ou la clôture d'une session et vous pensez que le travail se limite à ce niveau-là. Donc, il y a pas mal de chantiers. Et dans le mode de fonctionnement de la HAC, chaque sujet sur lequel la HAC doit se pencher fait l'objet d'un rapport. D'abord, pour qu'on puisse étudier les contours, faire des propositions pour que la plénière étudie. C'est ce que les tests ont prévu. Ce qui se fait de façon intense. Donc, tout ce que j'évoque ici fait l'objet de rapports qui sont en cours d'élaboration ou bien certains sont déjà étudiés et adoptés et la mise en œuvre est en cours. Je vous ai cité le cas de la publicité. Peut-être que si le bureau de vérification de la publicité était déjà en place depuis longtemps, on n'aurait pas besoin de faire ce communiqué actuellement parce que ce bureau aurait contrôlé au fil du temps ce qui passait dans la publicité et on n'aurait pas besoin de le faire ici. C'est un chantier important. La mise en place du bureau de vérification de la publicité, c'est un chantier important. Les tests sont pratiquement prêts et nous allons devoir rappeler, cela c'est déjà fait d'ailleurs, à l'attention des promoteurs qui gèrent les régies publicitaires en ville pour qu'ils nous aident par rapport à ce communiqué aussi, parce que ça, on ne le souligne pas suffisamment. Lorsque quelqu'un, un beau matin, sous prétexte de parler de la parole de Dieu, commence par dire que lui fait des miracles, qu'il guérit sans médicaments, et que ça se fait sur les zones, vous savez que même le pharmacien, dont les produits ont été homologués partout au monde, n'a pas le droit de faire la publicité. C'est de la même manière que ceux-là aussi n'ont pas besoin de faire de la publicité. Donc, ce communiqué seul, c'est un chantier déjà qui nous cause pas mal de difficultés parce que les gens ne veulent pas être disciplinés par rapport à ce communiqué-là. Donc, les chantiers, il y en a beaucoup. Mais les deux grands chantiers que le colloque nous permettra d'aborder, c'est surtout l'avènement de l'intelligence artificielle et du numérique aussi. Notamment parce que nous sommes à la veille d'une élection. Quel peut être l'impact de l'intelligence artificielle sur le déroulement du processus électoral et sur l'intégrité de tous les actes que les institutions vont poser pendant cette période. Donc, quand vous observez ça seul, c'est un gros chantier, c'est un chantier urgent, parce que les élections sont déjà là. Et en dehors de ce colloque, qu'est-ce que vous ferez pour marquer ces 30 ans-là? Le colloque, ça seul, d'abord, vous pouvez deviner ce que ça représente. Le président de la HAC a invité, parce que n'oubliez pas que c'est le Bénin qui abrite le réseau des instances africaines de régulation de la communication. Donc, presque tous les autres régulateurs, membres de ce réseau, ont été invités à ce colloque et viendront faire des présentations aussi, parler de la manière dont dans leurs différents pays ils essaient de gérer ce que j'évoque, notamment le numérique, l'intelligence artificielle et autres. Et lorsque vous invitez des autres, vous avez des autres, de cette manière, vous prenez des dispositions pour essayer de les détendre un peu. C'est pour cela qu'il est prévu un dîner de gala à l'attention des responsables des autres régulateurs qui viennent. Il est prévu aussi des sorties touristiques pour eux, ceux qui ne sont pas béninois, pour qu'ils puissent découvrir un peu ce qui se fait dans le pays. Voilà globalement ce qui est prévu pour ce colloque qui durera 2 jours, mais ça fait des mois, 10 mois ou 12 mois que les préparatifs sont en cours. Quelles sont les dates où ça va se passer? C'est à l'hôtel Azalaï. C'est les 10 et 11 juillet prochain. On va passer au oui-non. C'est notre rubrique de fin, Monsieur Aoudo. On vous explique un peu comment ça se passe. Oui. C'est une série de questions où vous répondez par oui ou par non, mais après, vous avez la latitude de justifier vos oui ou vos non. Je vais m'y essayer. D'accord. On y va donc avec l'accompagnement de Razak Moussa à la technique. Première question pour le secrétaire général de la HAC. Monsieur le SG, la HAC est-elle indépendante? Oui ou non? Oui. Deuxième question, était-ce nécessaire vraiment de célébrer les 30 ans de la HAC? Oui. Et troisième question, monsieur François Aoudo, êtes-vous fier de la presse béninoise aujourd'hui? Oui ou non? Sur cette question, je dirais oui, mais je vais nuancer. Et la dernière question, la quatrième, ça commence par une citation, celle du président de la HAC. Nous allons remettre l'église au milieu du village. Oui. C'était les mots du président à son arrivée. Est-ce que l'église est proche du centre du village, au milieu du village, 1 an après? Pas encore. Donc c'est un non. Un non nuancé ou un non franc? Un non nuancé. Donc, on est de retour pour vous écouter vos justifications. On va commencer par le numéro 1. Vous avez dit oui. Oui. La HAC est indépendante simplement parce qu'il suffit de voir les actes qu'il pose aujourd'hui. À savoir, la HAC a la latitude de prendre des décisions
et de les faire respecter. Et lorsque l'institution n'est pas indépendante, elle ne peut pas. Et les décisions que la HAC publie, vous allez vous rendre compte que ces décisions s'appliquent à tout le monde systématiquement. Je vous donne un exemple concret. La campagne électorale va commencer et dans la décision qui sera pour réglementer la période précédant l'ouverture de la campagne médiatique officielle, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on aborde cette période, dans les décisions que la HAC publie, on ramène tout le monde au même niveau, même les ministres. Lorsqu'ils posent des actes qui entrent dans le cadre de ce qu'ils font pour leur parti, on décompte cela. On limite, on met les actions qu'ils posent au compte de la formation politique dont ces ministres se réclament. Mais au-delà de ça, d'aucuns estiment que même le mode de désignation des responsables des autorités de la HAC pose problème. Il y a un problème par rapport, par exemple, à la désignation du premier responsable de la HAC. On estime que c'est souvent le bras opérationnel du président de la République, par exemple. Dans les médias. Ce débat existe depuis très longtemps et ça revient tout le temps. Est-ce que c'est pas une réalité? Vous verrez rarement des HAC qui ont l'indépendance de notre HAC. Croyez-moi. Est-ce qu'elle est vraiment indépendante, notre HAC? Elle est indépendante pour ce que j'en sais, ce que j'observe. Et c'est parce que je connais d'autres cas que je vous dis que notre HAC est très indépendante. La plupart des instances de régulation, des institutions de régulation des autres pays que vous allez voir, il y en a qui ne sont même pas prévus dans la Constitution. Il y en a qui ont été simplement créés par une ordonnance du chef de l'État et c'est sa volonté. Mais est-ce qu'on va se comparer justement, au pays? On ne va pas se comparer au pays. Je ne compare pas au pays. Je vous dis que vous verrez rarement. Ça veut dire que dans la majorité des cas, c'est ce qui se passe que je vous dis. Ce que les gens avaient souhaité tout le temps, je crois, ça a fait l'objet de batailles tout le temps. Ben, si la législation ne change pas, pourquoi voulez-vous que la HAC change elle-même? Les textes sont prévus que le président de la HAC soit nommé par le chef de l'État. Ben, vous voulez qu'on viole la législation pour faire autre chose? Oui, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de redevabilité pour quelqu'un qui est nommé? Ce que vous oubliez, c'est ignorer le mode de fonctionnement de la HAC que de le faire. Quand vous voyez comment la HAC fonctionne, vous allez comprendre. Au moins pour une fois, je crois que le président de la HAC m'excusera. Le président de la HAC ne prend aucune décision seul. Et aucun conseil de la HAC ne prend une décision seule. Prenez le règlement intérieur et lisez. Toutes les décisions sont prises collégialement. Et le président, je lui laisse le soin de vous dire, une fois peut-être qu'il arrive des moments où lui-même est pris à contre-pied quand sur certains points, il constate que la majorité, ce n'est pas ça que la majorité veut. Il se plie. Il y a des mesures conservatoires. Les mesures conservatoires font partie de ce que les textes sont prévus. Lorsqu'il y a des situations d'urgence qui nécessitent qu'on mette un terme à ces situations en attendant de prendre d'autres actes pour remettre de l'ordre, la loi donne au président de la HAC le pouvoir de prendre des mesures conservatoires. Il ne viole aucun texte. Lorsqu'il y a une violation qu'il estime très grave et qui peut créer de gros préjudices, c'est à lui de dire, pour mettre un terme à cela d'abord, je prends une mesure conservatoire. Au moins, j'ai mis un terme à la dérive en attendant d'autres dispositions soient prises. D'accord, mais même la collégialité, est-ce que les conseillers ont les coups des franches pour agir? Dans ces conditions, vous allez devoir réunir tout le Bénin pour prendre les décisions chaque fois. Dans ces conditions, parce que même si ils sont 100, vous allez continuer à dire la même chose. C'est à quelques personnes que vous déléguez le pouvoir d'exercer le pouvoir public. C'est d'ailleurs même le principe de la démocratie. Ce n'est pas exclu, c'est des êtres humains qui puissent souffrir de préjugés ou de présupposés. Moi, je peux comprendre. Mais je vous dis, ce que le règlement intérieur et les tests qui régissent la HAC ont prévu, et avec ce que je vois, je crois quand même que ils font beaucoup d'efforts pour rester indépendants. Récemment, il y a des médias qui ont été coupés en France. Ça, vous ne le dites pas. Alors, numéro 2, vous avez dit oui aussi. Je vous rappelle la question. Était-ce nécessaire de célébrer les 30 ans justement, de la HAC? Il était nécessaire de célébrer les 30 ans parce que des objectifs avaient été fixés au départ. Je les ai rappelés ici. À un moment, il faut quand même s'arrêter pour voir. D'ailleurs, vous avez posé la question pour dire, même si les objectifs ont été atteints, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'avenir et par rapport aux nouveaux enjeux qui naissent? Pour pouvoir le faire, il faut revisiter tout le parcours qui a été fait et voir ce qui a très bien marché, ce qui mérite d'être amélioré. Et c'est quand vous le faites que vous pourriez jeter les bases sur lesquelles vous allez marcher, vous allez fonctionner pour l'avenir. C'est pour cela que c'est nécessaire de marquer cette pause. Célébrer les 30 ans, c'est symbolique, mais de produire de la réflexion par rapport à ce qui a été fait et par rapport à ce qu'il faut faire désormais. D'accord. La numéro 3, la troisième question, vous avez dit oui nuancé. Je vous rappelle encore la question, c'est est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de la presse béninoise? Et elle s'adresse à vous avec une double casquette puisque vous êtes journaliste avec plusieurs décennies d'années et aujourd'hui vous êtes secrétaire général de la HAC. J'ai dit oui parce que je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a pas mal de médias qui font beaucoup d'efforts pour rester professionnels. Il y a pas mal de journalistes qui font l'effort de rester professionnels et c'est pourquoi j'ai dit oui. Mais toutes ces décisions de sanction que vous avez citées,
c'est parce qu'il y a des dérives que ces décisions sont prises. Donc, il y a pas mal d'autres aussi qui violent la déontologie, qui violent les lois. Et ceux-là aussi font que je ne peux pas être totalement fier de tout, je ne peux pas être fier de tout le monde. Si on parle en termes de pourcentage, n'ayant pas fait une étude, à 25% fiers. Je ne pourrais pas faire je n'ai pas fait une étude, cet exercice arithmétique. Donc, c'est pour cela que je ne vous suivrai pas dans vos chiffres. Mais vous n'êtes pas à 100% fier, c'est qu'il y a un problème. Mais justement, c'est ce que je viens d'expliquer tantôt. C'est ce que vous venez de dire, oui. La faute à qui? La faute aux professionnels des médias et aux médias. Et aussi à l'institution qui régule? Qui a un certain moment... Vous êtes totalement blanc comme l'institution qui régule, qui à un certain moment s'était assoupie peut-être. Là où je peux vous donner un peu raison. Lorsque je vous dis qu'il y a des médias dont les conventions sont arrivées à leur terme, mais qui n'ont pas été renouvelées. C'est la faute aux médias. Parce que la convention prévoit que 3 mois avant le terme de votre convention, que vous puissiez écrire pour marquer votre intention de renouveler la convention. Dans le même temps, si vous ne le faites pas, le jour où la convention arrive à son terme, l'institution aurait pu vous écrire pour vous dire votre convention est arrivée à son terme, vous ne l'avez pas renouvelée. Et ça, nous le faisons depuis que la mandature a commencé et beaucoup viennent se mettre à jour. C'est pourquoi de temps en temps, vous voyez, il y a des renouvellements de conventions maintenant. Et l'autre revers, est-ce que vous n'inspirez pas un peu de peur? Est-ce que c'est pas un épouvantail? Vous n'avez pas l'impression d'être un gendarme? Si la loi a prévu que le policier puisse tenir une arme ou bien un gourdin, et même sans en faire l'usage, ça fait peur à ceux qui ne respectent pas les lois, doit-on s'en plaindre? Mais ce sentiment que vous inspirez, est-ce que moi, ça ne pose pas problème? Sans hésiter, je vous répondrai que, bon, c'est un sentiment. Mais si ça peut aider à ramener la discipline, je m'en réjouirai. Parce que l'expression de certains journalistes, au lieu de la hache, on parle de la hache. Peu importe, parce que nous sommes entre nous. Pour une fois, nous avons pas mal de professionnels des médias à la hache. Vous voyez le président, mais à part le président, il y a un certain nombre de gens qui ont quand même une certaine expérience, qui l'entourent, et nous ne pouvons pas rester tous ensemble et nous tromper. Le fait de vouloir tout remettre à l'endroit, c'est ça qui crée la peur. Lorsque les gens ont pris des habitudes de ne plus renouveler leur convention, que tout le monde se réclame du titre de journaliste sans posséder la carte de presse, et que du jour au lendemain, on décide de dire non, ça ne se passera pas de cette manière, c'est normal que cela soit mal perçu. Mais pour autant, il faut bien que la hache puisse jouer son rôle. Donc, vous n'avez pas le sentiment d'exercer une certaine pression sur les journalistes? Si pression, il faut imputer cette pression au test et non à la hache. Vous faites respecter les tests les yeux fermés. Que devons-nous faire? Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'ai signé, rien que par rapport à ce communiqué, une vingtaine de lettres. Ces lettres-là, on ne pouvait pas publier, parce que c'est des lettres qui sont adressées individuellement aux médias pour attirer leur attention sur ce communiqué. Certains ont déjà reçu 2 fois la lettre sous forme d'avertissement. Ça, vous ne le percevez pas. Mais le jour où on va sanctionner, quelle impression auriez-vous? Le jour où on va les sanctionner, vous ne verrez que cette sanction. À certains, le président s'est donné la peine d'écrire lui-même et de signer lui-même. Mais parmi eux, il y a des gens qui continuent de violer. Et vous voulez qu'on continue? C'est compliqué que ça fonctionne de cette manière-là. C'est des emplois aussi qui disparaissent. C'est un espace de liberté qui se ferme. Forcément. Et qui relève de la faute de ceux qui gèrent ces médias ou des journalistes qui contribuent à commettre ces dérives-là de façon répétée. La dernière, vous avez dit non nuancé également. Le président de la HAC avait dit que son équipe remettra l'église au centre du village. Oui. Et vous avez dit... pas encore totalement, parce que cette équipe est en train de passer globalement 1 an à la HAC. L'église ne commence pas à se déplacer. C'est à quel niveau? Mais il n'est pas arrivé au centre du village. Il est peut-être à 2 pas de la porte du village. Ah bon? Peut-être. Nous avons encore du chemin. C'est vous dire que les résultats escomptés ne sont pas encore atteints, parce qu'il y a pas mal de choses à remettre à l'endroit, c'est tout. Et j'ai peur que les gens continuent d'avoir une impression fausse de la HAC, parce que il y a tellement à faire. Il y a tellement de rappels à faire que cela peut être mal perçu. Vous savez, il est arrivé un moment où on a l'impression que la HAC ne dit plus rien à personne. Parce que la HAC a été, je ne dirais pas, non pas laxiste, mais la HAC a été un peu trop indulgente à fermer les yeux sur tout systématiquement. Mais si on continue, autant ne pas accepter, je crois que ceux qui sont nommés là, autant ne pas accepter de venir, s'ils doivent continuer à le faire. Donc, lorsque l'église sera au centre du village, vous verrez que nous allons nous y rendre tous pour prier avec beaucoup de bonheur. On attend de voir ce à quoi ça va ressembler. Alors, on est en train de finir cette émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des professionnels des médias, ou même à l'endroit même des auditeurs, des consommateurs de produits de presse? Oui, le message que j'ai à véhiculer à l'attention de tout le monde d'abord, c'est de dire que l'enjeu qu'il y a derrière tous les actes que la HAC pose et qui peut-être ne sont pas perçus à leur juste valeur
c'est la cohésion sociale, c'est la sécurité publique, c'est la santé publique qui est en jeu, et c'est pour cela que la HAC doit poser un certain acte dans le cadre strict de ce que les lois et règlements ont prévu. Aux acteurs des médias, je voudrais dire que la HAC n'a pas pour vocation de les empêcher d'exercer librement leurs activités. Mais tout ce que je peux demander, c'est de les convier à rester un peu plus collés au texte. Et aux professionnels des médias particulièrement, je voudrais dire ceci. Si vous reprenez le Code de l'information et de la communication, vous allez faire un constat que, à l'occasion du vote du Code de l'information et de la communication en 2015, le législateur a reversé quasiment l'intégralité du Code de déontologie de la presse dans le Code de l'information, c'est-à-dire dans la loi. La déontologie, en principe, ce sont les professionnels des médias qui s'en occupent. La preuve, je vous ai dit que ce sont les journalistes eux-mêmes qui ont élaboré le code. Dès lors que c'est dans la loi, qui s'attendent à ce que désormais les tribunaux puissent se pencher sur des cas de déontologie. Au moins là, il y a des professionnels des médias qui peuvent avoir un regard expérimenté sur les conditions dans lesquelles vous avez fait vos productions. Je les convie à respecter le code de déontologie, à respecter les lois et règlements, de sorte à ce que on n'ait plus souvent à les retrouver devant les tribunaux, ou bien qu'ils soient obligés de venir devant la HAC, ou que la HAC soit obligée de prendre des mesures qui jugent sévères vis-à-vis d'eux. Donc, ils peuvent aider la HAC dans ce travail-là aussi. Voilà, Monsieur François Aoudou, c'était l'invité de l'entretien grand format de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Razak Moussa était à la partie technique et Christophe Attika aux images. L'entretien grand format, chaque dimanche de 16h à 17h, les journalistes de Bip Radio interrogent des personnalités de la vie publique béninoise et d'ailleurs. Tous ceux qui gèrent, décident, agissent, soutiennent, s'opposent sont nos invités, avec une séquence croustillante où l'invité doit répondre à 5 questions par oui ou par non. Bip Radio émet de Cotonou, écoutez-nous sur 106 FM et sur bipradio.com.